À mon tour de vous souhaiter la bienvenue au rendez-vous de l'INSEE et je vous remercie de votre présence. Donc, comme on vient de dire, le thème porte sur la mobilité et plus particulièrement sur l'angle des déplacements domicile-travail en Bretagne. Alors, lorsqu'on évoque la notion de déplacement, on pense spontanément à deux choses. Quelle distance on parcourt et pour quelle durée. Et tout de suite après vient bien évidemment le mode de transport employé. Alors, pour pouvoir donner des résultats au niveau local sur les deux premiers indicateurs, donc la distance et le lieu et la durée, et en fait, il faut deux ingrédients. D'une part, une base de données qui dispose de données fines, de préférence à l'adresse, permettant de les géolocaliser. Et le deuxième ingrédient, c'est un outil de mesure précis qui sert de référence pour le calcul des distances. Cet outil, en fait, s'appelle un distancier. Alors, il se trouve que l'INSEE possède ces deux ingrédients. Le premier ingrédient, donc la base fine, eh ben, vous le verrez, on utilise spontanément le recensement de la population. Et pour le distancier, en fait, l'INSEE a récemment refondu son distancier pour l'améliorer et en possède un nouveau depuis 2021. Et depuis 2021, de nombreuses études, en fait, que ce soit au niveau national ou régional, ont été développées et ont été publiées justement sur les déplacements. Et les premiers types d'études, c'était justement sur les déplacements domicile-travail. Le nouveau distancier, son avantage, c'est qu'il permet de mieux caractériser les courtes distances, notamment au sein des mêmes communes ou d'une même agglomération. Donc, l'INSEE Bretagne s'inscrit dans cette tendance avec plusieurs publications qui, entre 2021 et 2024, mais plus particulièrement sur l'année 2023. Comme vous le savez, on organise les rendez-vous avec deux angles. Un angle présentation des résultats et on agrémente cet angle avec un angle plus méthodologique. Donc ici, bah, l'aspect méthodologique, il était tout naturellement trouvé et s'imposait forcément avec le nouveau distancier. Donc là, comme l'a dit Julien, Noémie va nous parler de ce distancier, des avantages par rapport à l'ancien. Et ensuite, on complétera avec Tristan qui nous présentera les différentes études, un patchwork en fait des différentes études, des principaux résultats sur la région de la Bretagne. Donc maintenant, tout de suite, je laisse la parole à Noémie qui va nous parler du nouveau distancier de l'INSEE. À toi, Noémie. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager ma présentation. Voilà, donc comme l'a expliqué Nathalie et comme l'a dit Julien, moi je travaille à l'INSEE en Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille, au sein de la mission cartographie, au sein d'un pôle de service pour l'action régionale qui travaille sur les analyses territoriales. Donc aujourd'hui, au sein de cette thématique, comme l'a bien expliqué Nathalie, je vais vous présenter le distancier métrique, alors métrique OSRM pour son nouveau nom. J'y reviendrai, le distancier routier de référence pour l'INSEE et qui est aussi ouvert aux utilisateurs externes. Donc il y aura trois temps dans cette présentation. Donc d'abord, je vais revenir sur un aspect fondamental qui est que ce distancier a été fait et construit depuis son origine et aussi quand il a été refondu en 2021 pour calculer des trajets dits statistiques. Donc on reviendra là-dessus. Ensuite, concrètement, je vous montrerai comment fonctionne le distancier. Puis, je finirai par la documentation associée au distancier et à ce qu'on appelle des produits complémentaires qui peuvent répondre à de nombreux usages. Donc, le distancier métrique OSRM permet de calculer des trajets dits statistiques. Donc, un peu d'historique, hein, Nathalie l'a très bien expliqué. Métrique, c'était un premier outil qui avait été livré en 2014. Il était basé sur des trajets précalculés entre les communes. Donc, il permettait de calculer des trajets euh, également en prenant des points géolocalisés précis, mais seulement à l'intérieur du même département. Donc, voilà, il n'y avait pas une très grande puissance de calcul et les temps de traitement étaient assez longs. Et il était basé sur des fonds routiers IGN qui dataient de 2012. Donc, il commençait un petit peu à dater en termes de technologie de données et de puissance. Et en parallèle, on avait une montée en puissance des données qu'on récupérait finement localisées, donc notamment le recensement, hein. On a géolocalisé les adresses du lieu de travail et du lieu de résidence. Donc voilà, face à des données de plus en plus finement géolocalisées, il y avait un besoin vraiment de refondre cet outil. Donc les travaux ont été engagés courant 2019 et le nouvel outil a été livré à l'été 2021. Pour calculer, on s'est écrit hein, dynamiquement et rapidement des trajets sur les données géolocalisées.
Donc, il est plus efficace que l'ancien outil parce qu'il permet de calculer, y compris sur un grand volume de données, en fait, ses durées et ses trajets entre deux couples, entre deux points. Donc, quand on parle de rapidité, on est à peu près à 10 minutes de temps de traitement sur 1 million de couples, modulo les lenteurs du réseau. Ça a été aussi l'occasion de s'appuyer sur de nouvelles données routières et la réflexion pour le nouvel outil a embarqué de nouvelles fonctionnalités, à la fois d'analyse et d'études. J'y reviendrai. Donc, la fonction principale du distancier routier métrique SRM, c'est de calculer le trajet le plus rapide par la route. Hein, on est bien sur un distancier routier, donc par la route en voiture, entre deux points géolocalisés. Qu'est-ce qu'il prend en entrée le distancier? Il prend des coordonnées, donc des couples XY, longitude, latitude, qui sont fournis par l'utilisateur. Il y a aussi des outils, j'y reviendrai, qui permettent de les récupérer si on ne les a pas en entrée. Et il permet de calculer ces trajets à la fois en France métropolitaine, Corse, les DOM, mais aussi les régions frontalières européennes. Donc c'est un enjeu hein, important à l'INSEE pour étudier les déplacements domicile-travail pour les régions frontalières. Donc dans le champ, dans l'emprise, on a la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie et Monaco. Donc, je l'ai un petit peu dit, hein, l'idée, c'est de calculer les trajets statistiques, c'est-à-dire qu'ils reposent sur une méthodologie et des paramètres constants. Et donc, c'est un enjeu important en termes de reproductibilité et de comparabilité, c'est-à-dire pour pouvoir le réutiliser pour les études, pour comparer différents territoires entre eux ou pour comparer les évolutions temporelles des déplacements domicile-travail, par exemple. Euh, il a été, donc, ouais, il repose sur ces paramètres, une méthodologie constante. Il repose aussi sur un profil routier. Donc, on y reviendra dans la deuxième partie, qui a été configurée pour les besoins de l'INSEE, pour ce qu'on cherchait à mesurer. Et donc, notamment, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte des embouteillages ou de données de trafic en temps réel. Donc, les résultats que va nous renvoyer le distancier peuvent différer des résultats qu'on obtiendrait avec des applications quotidiennes de GPS de type Google Maps ou Waze, voilà, qui, elles, vont intégrer des données de trafic à l'instant T. Donc nous, on a une approche vraiment statistique des distances et des temps de parcours qui était importante pour être à la fois transparent sur ce qu'on mesure et, comme je l'ai déjà dit, pour des enjeux aussi de reproductibilité, de comparabilité. Pardon. Voilà. Et donc le nouveau distancier aussi, il est très efficace sur gros volume. Hein. Donc le reste de la population, c'est quand même une base très lourde. Donc ça, c'était un des enjeux importants à prendre en compte dans la refonte de cet outil. Donc la fonction principale, c'est donc ce calcul des trajets entre deux points par la route, mais on a également livré des fonctionnalités annexes. Donc pour faciliter en fait l'interrogation de ce distancier. Donc il y avait à la fois en entrée, on peut convertir les données de l'utilisateur en coordonnées géographiques. Donc ce qui se passe, c'est que même si on a de plus en plus de bases finalement géolocalisées, on a aussi des fois des bases où on a juste la commune de résidence ou la commune de travail. Donc, à partir des codes communes, l'outil permet de récupérer des coordonnées qui sont la plupart du temps celles du chef-lieu de la commune, donc de la mairie. Ça va un point central de la commune. Et elle embarque aussi des outils de géocodage d'adresses. Donc, c'est des API qui sont mises à disposition par la BAN, la base nationale d'adresses. Donc, c'est à partir d'une adresse de pouvoir la transformer en coordonnées GPS, en coordonnées longitude et latitude, du coup. Parce que le distancier fonctionne sur ces données-là en entrée. Il y a d'autres fonctionnalités aussi qui permettent de calculer ce qu'on appelle des isochrones ou des isodistances. Donc, les isochrones, je vais montrer juste un exemple juste après. C'est pour calculer tous les points du territoire qui sont situés à moins de 10 minutes, toutes les portions du territoire à moins de 10 minutes d'un point donné, et isodistances c'est à moins de 10 km ou de 20 km. C'est des thématiques qui sont importantes dans les études de l'accessibilité aux équipements. Donc, euh, il y a un exemple qui est mis sur le site documentaire du distancier sur lequel je reviendrai juste après. Voilà. Donc, je passe un peu parce qu'il est assez fourni et c'est vraiment pour que les utilisateurs puissent rentrer dedans. Donc là, par exemple, on a un exemple donc, qui date un peu, mais c'était juste une illustration. On a la maternité de Saint-Paul à La Réunion et ce qu'on a calculé, ces fameux courbes d'isochrone, toutes les portions du territoire qui sont situées à moins de 10 minutes par la route en voiture de cette maternité, entre 10 et 20 minutes, là en orange plus clair, puis entre 20 et 30 minutes. Voilà.
Et enfin, le distancier embarque aussi d'autres fonctionnalités pour analyser les résultats, donc calculer des indicateurs sur les distances et les trajets qui ont été calculés, ou les cartographier. Voilà, je ne vais pas détailler toutes ces fonctionnalités puisque ce n'est pas l'enjeu là ici aujourd'hui. Euh, Par contre, je vais revenir donc dans cette deuxième partie sur son fonctionnement, comment ça fonctionne un distancier. Donc, métrique OSRM, ça regroupe en fait plusieurs outils. Donc, on a à la fois un package ER donc, pour l'installer, pour l'utiliser. On a aussi à disposition une version application, donc c'est une version dite R Shiny. C'est une application pour les personnes qui n'ont pas envie forcément de coder dans R. Du coup, elle est réservée à des usages plus légers, donc des temps de calcul plus limités, hein, sur des bases pas trop lumineuses. Donc, il ne faudrait pas des temps de calcul de plus de 10 minutes. Donc, ouais, il y a une estimation du temps de traitement qui est fait dans l'application si vous êtes amené à l'utiliser. Et ce package, en fait, il a été construit pour faciliter l'interrogation d'un serveur de routage. Et ce serveur de routage qui est embarqué dans Metric OSRM, il est issu du projet libre OSRM, Open Source Routing Machine, du coup, qui donne son nom au distancier refondu. Du coup, concrètement, ce serveur de routage, en fait, ça fonctionne un peu comme une API web à laquelle on envoie des coordonnées, qui va tracer le trajet, qui va chercher le trajet le plus rapide et qui va nous renvoyer la durée et la distance du trajet et aussi tous les points par lesquels on passe si c'est demandé. Et donc ce serveur de routage, il est issu de la communauté du libre, mais il a été déployé pour les besoins de l'INSEE sur une plateforme de data science, la plateforme du SSP Cloud, qui est ouverte à l'extérieur, hein. Donc c'est une plateforme collaborative. Et le serveur qu'on a déployé, il a été configuré pour nos besoins. Donc ça, je l'ai un peu évoqué dans la première partie. Donc c'est-à-dire que ce serveur embarque un profil routier. Donc là, typiquement, ça va être les limitations de vitesse des routes adaptées à la France, une vitesse moyenne par tronçon, la qualité de la chaussée. Il va embarquer également un algorithme de routage. Globalement, c'est comment calculer le tracé, mettre des pénalités en cas d'intersection, de feu rouge, etc. Donc tout ça, ce sont des données qui sont un peu mises à disposition par OSRM, qui ont été testées et un peu retravaillées à certains moments. Et il embarque également un fonds routier, donc des données routières, qui elles viennent d'OpenStreetMap, donc toujours la communauté du libre, euh, qui date là de février 2022, lors de la dernière mise à jour. Euh, voilà, et donc ce fonds routier embarque forcément bah, l'état du réseau, pardon, au moment où on l'a chargé, s'il y a des routes fermées, des travaux, etc. Donc ça repose sur tout, voilà, il faut toutes ces briques pour que le distancier fonctionne. Donc là, je vous ai mis un exemple de calcul sur un trajet. Donc, au hasard, on part de la commune de Cesson-Sévigné pour se rendre toujours au hasard à l'INSEE Bretagne, à l'ADR de l'INSEE, la direction régionale de l'INSEE, donc, qui est située 35 place du Colombier. Donc, on va envoyer à l'outil, au distancier, c'est les coordonnées de départ, les coordonnées d'arrivée. Il va nous retourner le trajet. Donc, les durées sont en minutes. Donc là, on en a pour à peu près 14 minutes pour une distance de 7 km. Donc voilà, j'ai fait un exemple très simple. On a un outil de visualisation des trajets qui sont calculés qui a été aussi déployé. Donc là, je vous ai fait un peu une capture d'écran, hein. Tout est accessible sur Internet. Donc en gros, on part de Cesson-Sévigné pour arriver à la place du Colombier à Rennes. Donc on voit qu'il y a deux trajets qui sont possibles, qui ont été calculés par l'algorithme de routage et le fonds routier associé. Et que c'est ce trajet là via l'avenue Général Leclerc et l'avenue Aristide Briand qui est le plus rapide. L'autre trajet, qui nous fait passer plutôt par la rue Auguste-Pavier et la rue Saint-Hélier, est plus long et dure 16 minutes et plus long en temps et en durée. Voilà ce que je voulais dire un peu sur le fonctionnement du distancier. Donc, associé à ce distancier, ça a été important de fournir une documentation et on a construit aussi des produits qu'on appelle des produits complémentaires. Alors, donc comme je l'ai déjà dit, Metric OSRM, le distancier a été déployé sur la plateforme du SSP Cloud. Donc, c'est une plateforme statistique où il y a énormément d'outils qui est accessible via Internet. Elle est ouverte, hein, l'enjeu c'est de collaborer, de mettre à disposition des services.
parce que lui-même, en fait, est issu de projets open source eux aussi, hein, donc le projet OSRM et les données routières. Donc, il est en accès libre. On peut le réutiliser, l'utiliser pour faire ses propres calculs. Donc, elle est libre de Torah. Mais il faut bien mentionner la source dans les études, les résultats qu'il utilise. Donc, côté INSEE, si c'est l'instance INSEE que vous êtes amené à utiliser, c'est distancié métrique OSRM. Et forcément, aussi les contributeurs d'OpenStreetMap et du projet OSRM. Pourquoi? Parce que les données routières sont basées sur une communauté d'utilisateurs qui peuvent à tout moment renseigner des informations sur le réseau routier, par exemple. Une autre chose qui est importante, c'est que pour rentrer dans et installer le dossier, il y a un site documentaire qui est assez complet, donc avec plein d'exemples concrets de calculs, d'études sur toutes les fonctionnalités, et aussi un guide d'installation pour installer le distancier. Voilà, donc le site est accessible en ligne, donc je vais vous le montrer tout de suite. On était dessus tout à l'heure, au moment de la carte des isochrones. Donc voilà. Donc on est dans la dernière version de Metric OSRM. Donc on a c'est un site documentaire en fait qui est basé sur le package R. Donc il est vraiment en lien avec les fonctionnalités. Donc on a un site d'accueil. Et après, donc, comme dans tout package R, quand il y a un site documentaire associé, on a une page un peu plus technique sur les fonctions elles-mêmes, les paramètres qu'elles prennent en entrée, ce qu'elles font. Et donc, on a rajouté, nous, ce qu'on appelle des articles ou des vignettes documentaires qui permettent à la fois de comprendre comment débuter avec ce package, comment préparer ces données, calculer une matrice de temps. Donc, ça, c'est la fonction essentielle. Calculer l'accès aux équipements, les isochrones, on était tout à l'heure, comment cartographier. Et on a remis aussi comment dire, une vignette sur l'installation. Il faut savoir que nous, donc, on utilise l'outil en interne. Il y a des utilisateurs qui l'utilisent dans les services statistiques ministériels. On a aussi des chercheurs qui l'ont utilisé. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas contrôler. On n'est pas non plus un service de développement, donc on ne peut pas contrôler les environnements informatiques de tous les utilisateurs. Par contre, on répond en cas de problème et donc on a voilà, essayé de montrer comment installer le package Sware, l'application Shiny. En cas de bug, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour visualiser si tout va bien. Donc voilà, ça, c'est un aspect important du distancier. Donc oui, si jamais les utilisateurs ont des questions, ils peuvent nous contacter directement. Donc il y a une rubrique besoin d'aide sur le site distancié. Donc vous pouvez rédiger ce qu'on appelle une issue, un ticket d'incident sur le code source du distancié. Mais vous pouvez aussi nous contacter par mail. Au pôle de service de l'action régionale, c'est un PESAR, de l'analyse territoriale à Marseille, donc DR13. Voilà, il y a l'adresse mail qui est mise sur le diaporama qui, je crois, vous sera envoyée à l'issue de la présentation. C'est ça, Julien? C'est ça. Ok, voilà. Donc pour finir, je voulais juste mentionner qu'on met à disposition ce distancier. On met aussi à disposition ce qu'on appelle des produits dits complémentaires. Donc, c'est des données précalculées avec Metrico SRM. Donc, en gros, c'est des fichiers plats assez basiques. Donc, on a d'une part des fichiers qu'on appelle les isochrones communaux, c'est-à-dire, donc, ce sont pour un département. On prend toutes les communes du département et on a calculé avec le distancier toutes les communes qui étaient situées à moins d'une heure ou de 2 heures par la route. Et pour tous ces couples-là, on vous renvoie la durée et la distance du trajet. Donc on part des chefs-lieux de la commune. Donc là, j'ai mis un extrait pour le département des Alpes-Maritimes. Donc on a l'ensemble. Donc là, j'ai mis que la première commune. J'ai pas mis toutes les communes qui sont situées à moins d'une heure par la route. J'en ai mis quelques-unes. C'est pour vous voyez un peu l'architecture du fichier. Ça répond à pas mal de demandes, souvent quand on n'a pas besoin de calculer beaucoup de coûts, qu'on a des données pas très précises ou qu'on veut juste avoir des premières analyses rapides. Ça peut déjà permettre de répondre à la demande. Ces fichiers, ils sont disponibles, vous pouvez nous envoyer un mail selon la volumétrie, on les transmet par mail ou par l'outil France Transfert. Et les autres fichiers qu'on a, donc, c'est les distances moyennes au chef-lieu. Alors là, l'idée, c'est de dire que quand on calcule des trajets, un actif, par exemple, qui habite et travaille dans la même commune, il faut bien qu'on lui impute aussi
une durée de trajet, une distance, on va pas lui mettre zéro. Ça peut fausser les résultats. Donc, on a également calculé ces distances. Donc, l'idée là, on l'a utilisé métrique, mais on a mis un peu des concepts statistiques. L'idée qui est assez commune dans les études, c'est de dire, pour savoir en fait, on n'est pas exactement son trajet, on sait qu'il travaille et qu'il habite dans la même commune. Par contre, on a des informations sur la densité de population dans la commune. Et donc, on a carroyé la commune, donc on a fait un carré de population. Pour chaque carré, on a calculé la distance de ce carré au chef-lieu. Donc, ça nous fait toute une matrice de distance qu'on pondère par la population de ces carrés habités, avec l'idée que enfin, plus il y a de population, plus ces populations-là vont faire ce trajet-là. Donc, c'est un peu l'idée de pondérer ces trajets. Et du coup, ça nous donne après un trajet moyen, en fait, une moyenne de trajets pour les actifs travaillant restant dans la même commune. Donc en moyenne, quelqu'un qui habite dans cette première commune du Finistère que je ne connais plus parcourt 2,6 km pour une durée de 4 minutes. Donc c'est une moyenne de trajet. Voilà, donc ça c'est basé sur d'autres sources de données hein, pour la population, la source Fideli. Donc c'est une source qui date un peu, mais ça va être refondu quand on aura le temps de s'y mettre. Merci Karine, bonjour à tous. Alors, je vais lancer le diaporama. Hop. Donc, mais dans cette deuxième partie, l'idée c'est de présenter un peu des résultats, alors sur la Bretagne, mais aussi un peu sur le contexte français hein, pour positionner les choses. Donc voilà, je commencerai par des éléments de contexte un peu national. On se fera un focus sur donc une publication qu'on a diffusée cette année sur les distances de missile-travail en Bretagne. Et puis pour finir, je reviendrai sur une publication qu'on a sortie l'an dernier, où on s'intéressait en fait aux travailleurs transrégionaux, donc les personnes habitant en Bretagne et qui vont travailler dans une autre région française. Alors pour commencer, déjà, alors Nathalie l'a un peu évoqué en introduction, ces trajets domicile-travail, en fait, comment est-ce qu'on peut les mesurer? C'est grâce principalement au recensement de la population. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de répondre au recensement de la population récemment. Donc, quand on doit quand on remplit le recensement, donc on a une feuille de logement et puis des bulletins pour l'ensemble des individus. Et donc, dans ces questions, en fait, déjà, on vous demande si la personne travaille. Et si la personne travaille, donc on va demander le nom de l'établissement, l'activité et l'adresse du lieu de travail. Donc ça, déjà, c'est à partir de là qu'on va avoir les informations qui vont nous permettre de géolocaliser le lieu de travail. On pose une question, c'est important, sur le mode de transport. Et ça, en fait, on s'adapte aussi aux usages parce que, par exemple, avant 2015, le vélo n'était pas isolé, c'était intégré dans les deux roues. Donc, on avait un bloc de roues qui intégrait les motos, les vélos, mais on était incapable de faire la distinction entre les deux. Et pour montrer aussi qu'on s'adapte finalement aux évolutions de la société, pour la prochaine enquête de recensement, donc celle qui aura lieu d'ici quelques semaines, on a une question sur le télétravail. Donc, il va faire partie désormais du bulletin. Donc, tous les ans, on posera la question aux personnes, en moyenne, combien de jours les personnes télétravaillent. Donc, bien sûr, il faudra quelques années pour pouvoir avoir des résultats exploitables. Mais en tout cas, ça nous permettra d'avoir aussi de quantifier ces enjeux de télétravail par rapport aux enjeux de domicile, de distance domicile-travail. Donc ça, c'est pour la source. Après, en termes de zonage, l'INSEE en fait a développé un zonage qui est vraiment pensé en lien avec la notion de ville, mais donc qui permet d'étudier ces enjeux de distance domicile-travail, ce qu'ils appellent les aires d'attraction des villes. Où en fait, très concrètement, alors on va pas rentrer dans le détail de comment sont constitués ces zonages. L'idée, c'est de se dire que on a des pôles de population et d'emploi, donc des zones de très forte densité de population et d'emploi. Et autour de ces pôles, on va définir des couronnes qui vont être constituées en fait de communes dont au moins 15% des actifs travaillent dans le pôle. Donc, je vous montrerai ensuite hein, la carte pour voir à peu près à quoi ressemblent ces zonages. Un point qui est important, et vous allez voir, on va y revenir plusieurs fois dans la suite du diaporama, c'est le fait que ce zonage des aires d'attraction des villes, il peut être croisé avec le rural. Si j'ai une commune rurale qui fait partie d'une couronne, on considérera que c'est du rural périurbain, donc qui est proche de l'urbain. Si on est sur une commune rurale qui est en dehors de la couronne, en dehors d'une aire d'attraction des villes, on sera sur du rural non périurbain. Donc voilà à quoi ressemble ce zonage, hein. Donc vous avez la carte France à gauche et puis la carte pour la Bretagne à droite. Donc avec des gradients de couleur hein, en fonction de la taille des zones.
Donc, plus les zones ont un nombre important d'habitants, plus les couleurs sont foncées. On voit bien sûr hein, l'aire d'attraction parisienne qui est massive et qui recouvre en fait quasiment toute l'Île-de-France. Si on s'intéresse à la Bretagne, donc on retrouve bien sûr nos deux métropoles, hein, Rennes et Brest. Et puis ensuite, donc, on a les grandes villes bretonnes, mais aussi des aires d'attraction plus petites, donc qui correspondent bah, aux différents pôles qu'on peut avoir en Bretagne. Et cette carte, elle illustre bien un point qui est vraiment important sur les aires d'attraction des villes et qui est quand même un des défauts de ce zonage, c'est que par construction, bah, on a des zones blanches, des communes qui ne font pas partie d'aires d'attraction des villes. Donc, ce qui fait que quand on produit des études sur le sujet, bah, ça nécessite en fait d'avoir cet élément en tête. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats d'une étude. Alors pas tout de suite, pardon. Excuse-moi. D'abord, un premier résultat avant d'aller sur les résultats d'études. Donc c'est une carte hein, que j'ai produite avec l'outil statistique local, donc qui est accessible à tous hein, sur Internet, où on s'intéresse en fait aux modes de transport qui sont utilisés par les actifs pour aller travailler. Donc encore une fois, hein, une question qui est présente dans le recensement de la population. Et donc là, cette carte représente en fait la part de l'utilisation de la voiture comme mode principal de transport pour aller travailler. Donc plus c'est foncé, plus cette part est élevée. Hein, et vous voyez avec des niveaux très élevés, hein, parce que la part en rouge le plus foncé, on est de 85 à 92% des actifs qui utilisent la voiture pour aller travailler. Donc au niveau France, ça va être 7 actifs sur 10 qui vont travailler en voiture. Faut savoir qu'en Bretagne, on est nettement au-dessus, on est à 8 sur 10. En fait, la Bretagne, on est les champions de l'utilisation de la voiture pour aller travailler. On est la deuxième région de France métropolitaine après la Corse. Alors, c'est pas forcément une grande surprise parce qu'on est une région en fait qui est très rurale. La part de la population rurale est très importante en Bretagne et donc mécaniquement, la part des déplacements en voiture va être plus importante. On a au niveau France, donc 15% des actifs qui utilisent les transports en commun pour aller travailler, là où ça va être seulement 6% en Bretagne. Alors, j'ai mis l'Île-de-France pour comparaison parce que bien sûr, c'est la valeur un peu extrême, hein, où la moitié des actifs quasiment prennent les transports en commun. Il faut savoir qu'en Bretagne, on a un réseau ferré qui couvre qu'une partie du territoire, notamment tout le centre Bretagne est pas du tout couverte. Et puis un réseau de transports en commun, bah, certains territoires sont pas forcément très bien couverts en transport en commun, donc c'est pas forcément évident pour les actifs d'utiliser les transports en commun pour aller travailler. Et donc, je vous disais, on a maintenant cette proportion des actifs qui vont travailler en vélo. Donc, à peu près 3% des actifs. Donc, ce sont les données 2021, donc c'est possible que d'ici quelques années, on observe une augmentation de ce taux. Et donc, en Bretagne, on est très légèrement en dessous du taux national, mais voilà, on est quand même à peu près dans la moyenne. Donc voilà, maintenant, je vais passer sur une publication donc nationale qui est parue l'an dernier, qui se focalisait vraiment sur les enjeux de domicile-travail pour les habitants du rural. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de la rajouter dans cette présentation, c'est qu'en fait, il y avait une profondeur temporelle, on remontait en fait jusqu'à 1999, donc avec différentes éditions du recensement. Et donc, c'est ce qu'on retrouve hein, sur le graphique que vous avez à droite, donc qui présente les distances médianes domicile-travail, donc c'est-à-dire la moitié des actifs font moins que cette distance, la moitié plus, en fonction donc des différentes millésimes du recensement. Et en fonction aussi du catégorie de lieu de résidence. Donc, je vous ai parlé du rural périurbain et du rural non périurbain. Et puis, on a aussi pour comparaison l'urbain. Sachant qu'ensuite, alors on va pas forcément rentrer trop dans le détail, c'est pas le but de la présentation, mais au sein du rural, il y a différentes déclinaisons possibles. Il y a ce qu'on appelle les bourgs ruraux, donc les petites communes rurales, enfin les petites villes rurales, et puis le rural habitat dispersé. Alors, je pense qu'il est important à retenir hein, de ce graphique, c'est notamment cette partie-là. Donc sur l'ensemble du rural, en 1999, on avait une distance médiane qui était de l'ordre de 8 km, domicile-travail. En 2019, on est à plus de 12 km. En fait, on a eu une augmentation de 50% de cette distance médiane domicile-travail en 20 ans. Donc c'est une augmentation qui est très importante, qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut avoir dans l'urbain. On voit, dans l'urbain, on est passé de 4,5 km à un peu plus de 6 km. Et en fait, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle augmentation? Ben, il y a déjà un premier phénomène, c'est que l'emploi, il a augmenté plus vite dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Donc, c'est-à-dire que les gens, pour aller travailler, ont été plus amenés à aller dans l'urbain. Et, en à l'inverse, la population active a augmenté dans le rural plus vite que dans l'urbain. Ce qui fait que finalement, on a plus de personnes qui vivent dans les zones rurales et plus d'emplois dans les zones urbaines. Donc, mécaniquement,
les personnes vivant dans le rural ont été plus amenées à aller travailler dans l'urbain, ce qui a augmenté les distances domicile-travail. Donc c'est quelque chose qu'on peut revoir aussi sous un autre angle, en s'intéressant à la répartition des actifs. En fait, en fonction de leur catégorie de lieu de résidence, quelle va être la catégorie de leur lieu de travail. Donc là, vous voyez sur ce graphique, si on est en rouge, c'est qu'on travaille dans l'urbain. Donc en rouge foncé, urbain dense et urbain rouge plus clair, urbain intermédiaire. Et si on est dans les teintes un peu bleu-vert, c'est qu'on travaille dans le rural. Et donc là, ce qu'on voit en fait, c'est que on a une part, la moitié des actifs ruraux travaillent dans l'urbain, notamment quand ils sont dans le rural périurbain, par définition, avec une augmentation assez nette en fait depuis 99. Hein, là. On a 48% en 2019 contre 40% en 1999. Et donc ce que je vous disais, voilà, part plus élevée dans le rural périurbain. Si on regarde maintenant ce que ça donne sur une carte, en fait, alors bon, c'est pas forcément la carte la plus lisible qui soit, enfin, vous pourrez regarder la publication en zoomant, on voit mieux les choses. Donc, on représente les distances médianes des actifs dans le rural, donc c'est au niveau communal. Donc, plus c'est foncé, plus les distances sont importantes. Donc, on voit bien, en fait, par exemple, en Île-de-France, des communes qui vont avoir des distances très élevées, notamment, on prend probablement des actifs qui vont travailler vers Paris. Donc, ce qui ressort, c'est que cette distance médiane maximale, on la retrouve pour l'aire d'attraction de Paris. Ensuite, en fait, ça va décroître en fonction de la taille des aires d'attraction des villes. Donc 18 km pour les AV de 700 000 habitants ou plus, et 12 km pardon, pour celles de 50 000 à 200 000 habitants. Alors, ce qui se détache un petit peu aussi sur le graphique, c'est on voit il y a un arc sud-est finalement où il y a alors en dehors des grandes villes, où il y a des trajets qui sont plus courts. Et donc ça peut s'expliquer aussi parce que ce sont des territoires pour lesquels on va avoir une forte proportion d'agriculteurs. Or, c'est une catégorie de population qui, en général, va travailler très près de son lieu de résidence. Donc ça, c'était pour quelques éléments de contexte nationaux. Maintenant, je vais m'appuyer sur une publication donc bretonne où on s'intéressait à ces enjeux de distance domicile-travail. Et donc, on a publié au printemps, je crois que c'était en avril. Donc, en premier lieu, on s'était déjà intéressé à dire, bah, finalement, approche assez simple. Les actifs travaillant en Bretagne, quelle est leur distance domicile-travail? En faisant une distinction finalement entre ceux qui sont dans la même commune et ceux ensuite qui sortent de leur commune et puis on regarde quelles sont les distances. Premier résultat, un tiers de nos actifs qui travaillent en Bretagne, ils résident dans leur commune de travail. Donc c'est un taux qui est quasi identique à la France métropolitaine. Donc c'est quelque chose d'intéressant hein, de se dire finalement bah, une bonne partie des actifs vont travailler dans la commune où ils habitent. Ensuite, on voit que on en a à peu près la moitié en tout qui vont travailler à moins de 10 km de chez eux. On voit ensuite qu'on décroît en fonction des catégories. Et un point qui est intéressant, c'est qu'on a quasiment 20% des actifs qui vont travailler à plus de 25 km de leur lieu de résidence. Donc, ce qui nous donne hein, une distance moyenne de 12,8 km pour la Bretagne. Alors, je suis désolé, hein, je vous ai parlé de distance médiane avant. Ici, on est sur les distances moyennes. On n'a pas cherché à coordonner les différentes publications. Donc, c'est pour ça que ce sont pas les mêmes concepts. Et dans la suite de la publication, en fait, l'idée de cette publication, c'était vraiment de s'intéresser à ces enjeux de distance domicile-travail, mais en prenant le prisme du lieu de travail. Se dire, on va regarder finalement, en fonction de l'endroit où les personnes travaillent, quelles sont les distances à leur lieu de résidence. Donc c'est ce qu'on va voir notamment sur la carte ici. Alors il y a beaucoup d'éléments sur cette carte, donc on retrouve nos aires d'attraction des villes donc en Bretagne. Et la couleur, en fait, elle va représenter donc la part des actifs qui travaillent donc dans ces différentes zones et qui ont une distance de domicile-travail supérieure ou égale à 25 km. Donc plus c'est foncé, plus on a une distance une part des actifs qui ont une distance domicile-travail supérieure à 25 km qui est importante. Donc on voit par exemple, bah, si je prends par exemple à l'Oudéac, on va avoir plus de 25% des actifs qui ont une distance domicile-travail qui travaillent domicile-travail supérieure à 25 km. Et donc pour bien comprendre de quoi on parle, là je vous ai pris par exemple l'Oudéac, ça veut dire que les actifs qui travaillent à l'Oudéac, en fait, il y en a 25% d'entre eux qui habitent à plus de 25 km de l'Oudéac. C'est vraiment dans ce sens-là, en fait. C'est pas les actifs qui habitent à l'Oudéac, c'est ceux qui travaillent à l'Oudéac. Donc, une fois qu'on a bien compris ce qui était représenté sur la carte, ce qu'on constate, en fait, c'est que on va avoir des distances domicile-travail dans l'ensemble qui vont être plus importantes dans les pôles des aires d'attraction des villes que dans les couronnes.
et notamment quand on va être dans les pôles des grandes aires d'attraction des villes. Donc on va notamment retrouver Rennes, Vannes, Quimper. Alors vous voyez, Brest finalement est un peu différent des autres profils. On va avoir au moins 20% des actifs qui parcourent 25 km pour aller travailler. Alors, on a cherché des éléments d'explication dans la publication. Je les ai pas tous repris ici parce que c'était assez complexe. Il y a un indicateur qui nous a paru vraiment important, c'est ce qu'on appelle le taux de couverture de l'emploi. Donc, le taux de couverture de l'emploi, concrètement, ça va être le nombre d'emplois dans une zone par rapport au nombre d'actifs qui résident sur cette zone. Donc, si je prends par exemple Vannes, euh, j'ai un taux de couverture de l'emploi qui va être supérieur à 200. Donc, ça veut dire en fait que je vais avoir deux fois plus d'emplois sur Vannes que de personnes qui y habitent, enfin que d'actifs qui habitent sur Vannes. Ce qui fait que mécaniquement, il va falloir qu'il y ait des personnes qui n'habitent pas sur Vannes, qui viennent travailler sur Vannes pour occuper ces emplois. Et donc en fait, en regardant en fait ce taux de couverture de l'emploi, ce qu'on va constater, c'est que les aires d'attraction des villes, là où finalement on va avoir des distances plus importantes, ça va être les pôles des aires d'attraction des villes où ce taux de couverture de l'emploi est plus important. Ce qu'on constate aussi, hein, donc, c'est que globalement, pour les couronnes des grandes agglomérations, on va avoir on va avoir des distances plus faibles. Donc ça, c'était pour les grandes. Maintenant, on va se focaliser un petit peu sur les aires d'attraction de taille moyenne ou petite. Donc c'est la carte suivante, où on a voulu en fait faire une petite typologie de ces aires. Donc on a un premier grand groupe, donc ceux qui sont donc sur les couleurs rouges, donc soit foncé, soit clair où ça va être des aires d'attraction des villes où on va plutôt avoir une part élevée d'actifs qui ont un long trajet domicile-travail, donc supérieur à 25 km. Donc on va retrouver grosso modo le centre de la région, ainsi que l'Andivisio et Redon. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette zone, finalement, ce qu'on constate, c'est qu'on a une surreprésentation des activités industrielles. On va avoir un taux de couverture de l'emploi qui est relativement élevé. Donc finalement, plus d'emplois que d'actifs qui vont résider sur la zone. Donc, ce qui nécessite d'avoir des personnes qui viennent de l'extérieur. Et un point qui est intéressant aussi pour tous ces enjeux de trajet domicile-travail, une part plus importante des couples biactifs. Donc mécaniquement, quand on a des couples biactifs, bah, c'est difficile d'être près des deux lieux des deux lieux de travail. Et donc, on peut avoir des distances plus importantes. Ensuite, on a un deuxième grand groupe, donc ceux qui sont en couleur bleu-vert. On va avoir une part plus faible d'actifs avec des longs trajets domicile-travail. Donc on va les retrouver notamment sur le littoral, ainsi que Fougères et Vitré. Et on va avoir donc une surreprésentation sur ces zones, alors en moyenne bien sûr, hein, des artisans, commerçants et chefs d'entreprise, donc qui sont des zones pour lesquelles, des catégories pour lesquelles les trajets domicile-travail sont plus courts. Et puis on a deux zones très spécifiques donc du côté de Crozon et de Quiberon, où en fait, finalement, on a les deux extrêmes qui sont présents. On va avoir une part plus importante de personnes qui résident sur place, mais aussi une part plus importante de distances plus importantes. Alors bien sûr, ça s'explique en fait par l'aspect géographique. C'est finalement, bah, soit on habite sur la zone et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, on habite près de son lieu de travail. Mais sinon, vu que c'est plus long d'accéder à la zone, enfin, c'est plus difficile d'accéder à la zone, mécaniquement, on va avoir des trajets plus importants. Et alors, là, on s'intéressait les personnes qui travaillaient dans les aires d'attraction des villes, mais on peut aussi regarder ceux qui ne travaillent pas dans une aire d'attraction des villes. Donc, c'est quand même 113 000 emplois en 2019, donc c'est quand même non négligeable par rapport à l'ensemble de la Bretagne, hein, c'est un peu moins de 10%. Donc, c'est les zones en fait où on va avoir moins d'emplois que d'actifs résidents, et on va avoir trouvé une part plus importante d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants, de chefs d'entreprise, d'ouvriers. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir une distance moyenne qui va être plus faible que pour la région, avec une part importante d'actifs qui résident et travaillent dans la même commune. Là, on a représenté donc en graphique cette répartition distance domicile-travail. Donc, pour les actifs travaillant en Bretagne, c'est le même graphique qu'on avait, donc le même graphique que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, pour ceux qui travaillent en dehors des AV, donc on voit bien cette part plus importante qui travaillent dans la même commune, habitent et travaillent dans la même commune et la part plus faible qui travaille à plus de 25 km de leur lieu de résidence. Donc ça, c'était pour des éléments un peu globaux sur ces enjeux de distance domicile-travail. Maintenant, on va pouvoir faire un petit focus donc sur les navetteurs transrégionaux. Donc c'est une publication qu'on a sortie donc fin 2023. On s'est inspiré en fait, il y a d'autres régions où des directions régionales de l'INSEE avaient fait ça, donc ça nous paraissait intéressant de refaire l'exercice. Donc d'abord, je présente quelques éléments de cadrage et puis ensuite
On regardera sur une carte comment ça se répartit. Donc déjà, en fait, il y a 40 000 actifs bretons qui travaillent dans une autre région de France. Donc ce qui représente 3% des actifs en emploi. Euh, Dans la suite, on va parler de navetteurs transrégionaux. Un peu de la même manière qu'on parle de navetteurs transfrontaliers. D'ailleurs, c'est possible que je me fasse des lapsus, ça arrive souvent. Alors déjà, ces navetteurs transrégionaux, en fait, on en a plus. On a une progression quand même assez nette hein, depuis 2009. Donc on est passé de 32 700 à 40 000. Donc même ça a augmenté plus vite que le nombre d'actifs en emploi, parce qu'on est passé de 2,5% des actifs en emploi à 2,9%. Un fait intéressant, c'est que la Bretagne, finalement, c'est la région de France continentale où les travailleurs sortent le moins des frontières régionales pour aller travailler. Alors, quand on y réfléchit, quand on regarde une carte, c'est assez logique, c'est que finalement, on a très peu de frontières terrestres avec d'autres régions françaises, de par la situation géographique de la Bretagne, l'aspect péninsulaire. On peut s'intéresser aussi aux actifs qui viennent d'autres régions pour travailler en Bretagne, et là, on en a que 29 000 en fait. Ce qui veut dire qu'on a quand même nettement plus d'actifs bretons qui vont sortir de la région pour aller travailler que d'actifs d'autres régions qui vont venir travailler en Bretagne. Et c'est un déséquilibre qui s'explique quasi intégralement en fait par l'influence de l'économie francilienne. Donc on va le voir, on a beaucoup d'actifs bretons qui vont aller travailler en Île-de-France et on n'a pas forcément beaucoup d'actifs franciliens qui viennent travailler en Bretagne. Alors, c'est des données qui datent de 2020. Donc encore une fois, l'impact de la LGV, on le verra peut-être un peu encore plus, j'ai envie de dire, dans les années qui viennent. Donc si on regarde ce que ça donne, alors on a représenté une carte. Alors comme souvent avec les cartes avec des flux domicile-travail, c'est pas forcément les cartes les plus faciles à lire. Donc pour essayer de rendre les choses plus faciles à lire. Alors, donc on a bien donc on a l'est de la Bretagne et les régions environnantes. On a représenté donc les flux de navetteurs au départ de la région. Donc si on est en turquoise, enfin vert turquoise, donc c'est les navetteurs qui partent de la Bretagne pour aller travailler dans d'autres régions, sachant que l'épaisseur du trait correspond à l'intensité du flux. Ceux qui sont en bleu clair, c'est ceux qui viennent de Normandie pour travailler en Bretagne. Ceux qui sont en rose, ceux qui partent des Pays de la Loire pour venir travailler en Bretagne. Donc ça, c'est pour les flux. On a aussi représenté, donc ça, c'est les cercles concentriques, le nombre d'emplois qui sont occupés par des navetteurs transrégionaux. Donc on va retrouver effectivement, par exemple, à Rennes Métropole, on va avoir 5000 emplois occupés par les navetteurs transrégionaux. Et on a fait représenter, alors c'est pas forcément très visible, mais on a identifié des zones d'échange privilégiées entre intercommunalités transfrontalières, enfin transrégionales. Par exemple ici, donc avec la partie Couesnon, Mont-Saint-Michel, donc partie bretonne, partie normande, Fougères avec une partie de la Mayenne, Vitré avec l'ouest de la Mayenne et notamment Laval. On va avoir ensuite le sud de l'Ille-et-Vilaine avec Châteaubriand, l'agglomération de Redon entre la partie bretonne et la partie ligérienne, et puis le sud, le sud-est du Morbihan, donc avec tout l'aspect Saint-Nazaire notamment. Alors, sans trop de surprise, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, ils vont concentrer la majeure partie des entrées et sorties de la région, à 80% des échanges. Sauf que la moitié des échanges vont se faire avec les Pays de la Loire. Donc c'est 34 000 navettes, 9 000 pour la Normandie et 13 000 pour l'Île-de-France. Donc je parle l'Île-de-France, c'est quand même une partie qui est importante. Alors bien sûr, on l'a pas représenté sur la carte. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, les déplacements se font essentiellement entre intercommunalités voisines. Donc, on voit hein, par exemple Vitré, le gros des échanges, ça va se faire avec Laval, la communauté de communes de Lernay et la communauté de communes du Pays de Craon. Pareil si on regarde les autres. Donc là, ce qu'on a voulu faire pour la suite, c'est regarder finalement un peu en détail certains de ces échanges. Et en premier lieu, la métropole du Grand Paris. Donc la métropole du Grand Paris, en fait, c'est la première destination, c'est l'intercommunalité vers laquelle il y a le plus de navetteurs transrégionaux bretons qui vont travailler. Donc c'est 8000 Bretons qui y travaillent. Donc un chiffre quand même assez important. Et encore une fois, je pense que d'ici quelques années, il faudra actualiser l'étude pour regarder comment ça a pu évoluer. Avec une représentation enfin comment dire, une répartition des catégories socio-professionnelles qui est complètement déséquilibrée par rapport à ce qu'on peut avoir dans la région, donc parce qu'on a la moitié en fait qui occupe un poste de cadre. Donc on a représenté ici en graphique la catégorie socio-professionnelle des actifs et navetteurs transrégionaux. Donc vous voyez ceux qui vont travailler vers le Grand Paris, donc on a en gris clair les cadres. Donc on voit donc ici quasiment la moitié. Sur les actifs en emploi, c'est même pas 20%.
Et donc toutes les autres catégories sont forcément beaucoup moins représentées. Donc on voit que sur l'ensemble des navetteurs transrégionaux, les cadres vont être surreprésentés, mais finalement c'est moins déséquilibré par rapport à l'ensemble des actifs en emploi. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ces métiers de cadre, en fait, on va y retrouver aussi une surreprésentation des emplois des fonctions métropolitaines. Donc ça va être vraiment des fonctions de direction, de création, de design. Et donc ça, qui sont vraiment effectivement des métiers qu'on va retrouver dans les grandes métropoles. Donc qui représentent en fait un tiers des navetteurs bretons vers le Grand Paris, contre seulement en fait à peine 10% des actifs résidents en Bretagne. Alors, il y a une zone qui nous est assez spécifique, qui a paru intéressant de la mettre en avant. C'est la partie, en fait, entre Vitré et l'Ouest Mayennais. Donc, où, en fait, on a vraiment des échanges qui sont très complémentaires en termes de profil d'actifs. Donc, c'est vrai que Vitré, bien sûr, bah, il y a une base industrielle qui est très importante. Là où dans l'Ouest Mayennais, finalement, cette base industrielle va être moins présente. Ce qui fait que, finalement, les navetteurs transrégionaux, donc, qui partent de Vitré pour aller dans l'Ouest mayennais, on va plutôt être sur des profils cadres, de professions intermédiaires, alors que ceux qui font le trajet inverse, donc qui viennent de la Mayenne pour venir travailler sur Vitré, on va avoir une surreprésentation des ouvriers. Vous voyez, hein, c'est vraiment un effet massif. Donc, ce qui fait que, on va avoir beaucoup d'ouvriers sur ces, vous voyez, presque 5000 travailleurs qui franchissent quotidiennement la frontière. Euh, donc voilà, c'était intéressant pour montrer finalement ces complémentarités entre les territoires. Donc voilà. Donc je tiens à vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Julien en a parlé en introduction. On a un questionnaire hein, qu'on envoie aux participants au webinaire, donc on envoie à l'issue de chaque webinaire. C'est vraiment important pour nous, hein, donc si vous pouvez prendre un peu de temps pour le remplir. Notamment, on pose des questions sur les thèmes que vous souhaiteriez voir étudiés. Donc alors, ça ne dit pas qu'on aura forcément des éléments sur lesquels on pourra le traiter tout de suite, mais nous c'est important pour orienter aussi les études sur lesquelles on peut travailler. Donc merci si vous pouvez le remplir. Je vous rappelle que les rendez-vous de l'INSEE, on en fait 2 fois par an. Donc le prochain aura lieu, je pense, probablement au printemps 2025. Donc voilà, on va réfléchir au thème pour ce prochain webinaire. J'espère que cette présentation a répondu aux questions que vous aviez sur les trajets domicile-travail. Vous avez les liens des publications, donc n'hésitez pas à les regarder, hein, parce que forcément c'est plus détaillé que ce qu'on peut mettre dans le diaporama. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci.